Bonsoir tout le monde, est-ce que vous m'entendez bien dans la salle? Parfait. Ouais. Je vais fermer ça ici. Est-ce que ça va mieux? Ouais, c'est bon. Euh, Est-ce qu'il y a moyen de vérifier si les gens à la maison, le son, ça va? On entend bien, c'est parfait. OK. Donc, on va débuter le 19h30. Là. Bienvenue à la. On a deux séances extraordinaires ce soir, la séance d'adoption du budget, puis une séance extraordinaire là, avant de clore l'année, quelques contrats octroyés, etc. Euh, Comme dans toute séance extraordinaire, on limite les questions du public, soit à la maison ou ici à la salle du conseil, aux éléments qui se rapportent aux 2 heures du jour de ce soir, là. Contrairement à une séance régulière où les gens peuvent poser des questions sur tous les sujets imaginables. Donc, il y a 5 personnes dans la salle des jardins et puis à la maison, il y a 4 personnes. Le conseil est et on est tous réunis là, ce soir. Monsieur Beausoleil est de retour. Monsieur Beausoleil est en échange en Islande pour quelques mois pour un projet de maîtrise, en fait, un échange étudiant en Islande à Reykjavik. Fait que bon retour au Québec. Il fait chaud. Il fait chaud. Non, non, OK. Mais bon retour, Francis, puis félicitations pour ton expérience universitaire. Euh, donc, on va tout de suite avec on commence par la séance d'adoption du budget. Donc, pour l'ordre du jour, vous voyez l'adoption de l'ordre du jour, présentation du budget et du PTI. Ensuite, période de questions, l'adoption du budget, l'adoption du PTI, levée de la séance, puis ensuite, il y aura une brève pause, puis on fera la deuxième séance extraordinaire. Donc, est-ce que j'ai un proposeur pour l'adoption? Proposé par M. Lebel, appuyé de Mme Pamela Ross. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Est-ce que vous êtes tous d'accord? Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Ouais. Donc, je vais commencer par vous lire euh, ce que je fais à chaque fois, là, une bref je dirais, mise en contexte pour la situation budgétaire. Donc, chers citoyennes et citoyens de la pêche, comme vous le savez, la refonte du rôle d'évaluation foncière a entraîné une hausse significative des valeurs immobilières au 1er janvier 2025. On parle d'une moyenne de 53,5 pour les résidences unifamiliales. Donc, après plusieurs semaines de travail et de délibération, le conseil municipal est prêt à adopter le budget 2025 et le PTI 2025-2027. Pour limiter les impacts sur la taxation, le conseil a revu le taux de taxation à la baisse comparativement à celui de l'an passé, passant de 0,4739 à 0,3239 sous du standard d'évaluation. La valeur médiane pour une résidence unifamiliale est passée de 296 091 à 454 500 Par conséquent, malgré la réduction du taux de taxation, la hausse du compte de taxe pour une unifamiliale de valeur médiane représentera une, euh, une somme annuelle de 104,76 d'augmentation, soit une augmentation de 3,98 par rapport à l'an dernier. Donc, on vient au cours d'une année normale, le budget municipal, la taxation ne devrait pas augmenter de plus de quelques points de pourcentage. Le coût des contrats augmente, les salaires, mais à des taux, disons, généralement modestes. Mais il y a un contexte à la fois local et mondial qui explique pourquoi on a connu des augmentations plus importantes les dernières années. Au niveau local, le Conseil a reconnu en 2017 que bien que le niveau d'endettement de la pêche était nettement inférieur à la majorité des municipalités du Québec, on avait un déficit important en matière de gestion et d'infrastructure. On avait donc décidé de restructurer l'organisation puis d'augmenter la cadence d'investissement dans nos infrastructures. Par contre, là, il y a eu ensuite le contexte mondial des dernières années qui a eu ses impacts sur le coût de la main-d'œuvre, des contrats, des matériaux, des taux d'intérêt, etc. Donc, personnellement, je vois 2025 comme une année pour ajuster le tir. On a décidé de ne pas combler tous les postes qui sont actuellement vacants. On a également réduit considérablement la taille de notre plan triennal d'investissement en nous concentrant sur les projets essentiels, ceux pour lesquels on recevra des aides financières, dans le but de limiter l'augmentation de la part de notre budget consacré au service de la dette dans les années à venir. Les projets reportés pourront être réévalués lorsque la situation économique se sera améliorée. Malgré le contexte économique actuel, la pêche conserve une situation financière solide et stable en comparaison avec les moyennes régionales là, et provinciales. Puis ça, on va le voir dans le document de présentation tout à l'heure, le document qui est préparé par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Vous m'entendez bien? Ça va? Vous m'entendez bien là? Parfait.
Si vous voulez plus de détails sur le budget, comme à chaque année, là, j'invite toujours les gens à se renseigner au niveau des orientations du conseil. Là. Vous pouvez regarder la présentation de ce soir. Je dis ça parce qu'éventuellement, tout ça va être en ligne, là, mais le PTI, le plan stratégique, le rapport annuel, le dernier rapport annuel de gestion, le plan d'organisation, les profils financiers, éventuellement, il y a beaucoup d'informations qui peuvent vous renseigner là, sur les orientations puis la situation budgétaire de la pêche. Donc, on peut aller tout de suite à la présentation PowerPoint, là. Donc, en ce moment, je ne vois. OK, je regarde ici, je ne la vois pas à l'écran, par exemple. Donc, les gens à l'écran. OK. OK, ouais, ça va. Parfait. Donc, on peut y aller. Donc, encore une fois, on peut descendre. Ouais, au niveau des taxes et de l'évaluation foncière, là, on fait toujours un retour sur, d'une part, la tarification, puis ensuite les taxes, les taux de taxation. Au niveau de la tarification, on voit l'évolution depuis 2023, là, vous savez qu'il y a eu un regroupement de 4 municipalités de la MRC Colline pour le service de collecte. Donc, on voit l'impact que ça a en 2025 là, sur la catégorie résiduelle, là, les maisons unifamiliales et autres. On retourne à un montant de 2,95 et 50. Pour les terrains vacants, il y a une augmentation. On passe de 50 à 100 pour les terrains vacants. Euh, Au niveau de la taxation, on est encore dans la catégorie résiduelle. Euh, Finance et mobilisation, ça, c'est quelque chose qu'on avait introduit en 2024. C'est pour. On vient un peu séparer. En fait, on vient séparer la partie du budget qui est dédiée au financement de la dette puis aux investissements. Donc, ça, le montant demeure le même, là, dessous du 100 Le service de police, il y a eu des changements dans la répartition budgétaire de la MRC. Là. Il y a pas une diminution du coût de la police. Il y a une légère augmentation cette année, mais étant donné la restructuration financière, le montant apparaît comme à la baisse. C'est aussi l'impact de l'augmentation des valeurs foncières. Puis finalement, le fonds vert. Le fonds vert, bon, vu le contexte budgétaire, puis vu le financement élevé provincial en matière de lutte au changement climatique et d'initiative environnementale, le Conseil accepte là, de baisser, de revoir à la baisse le fonds vert. Plutôt que de générer environ 175 000 par année, cette année, il va générer à peu près la moitié, mais c'est des sommes qu'on va pouvoir aller récupérer là, dans les investissements provinciaux, entre autres, là, et régionaux. Donc, vous voyez là les différents taux pour les différentes catégories de taxation. Donc, le résiduel, c'est le résidentiel, en fond. Vous voyez les taux depuis 2023 qui baissent vu l'augmentation des valeurs. Puis les changements au niveau tarifaire. Pour le 6 logements, là, ça baisse légèrement. Commercial, tous les taux sont revus à la baisse, évidemment, mais ça se traduit dans tous les cas là, par une légère augmentation. Puis on s'entend cette année, je vous disais que l'augmentation moyenne de la maison de la résidence, c'était 53 mais il y a tout un spectre, hein. Il y a des gens dont l'augmentation, c'est de 35 puis il y a des gens dont l'augmentation, ça peut aller jusqu'à 70. C'est toujours un casse-tête là, lors des dépôts des rôles triennaux. Donc, il va y avoir des gens qui vont avoir une baisse de taxation, dont le compte de taxe va diminuer l'an prochain, puis des gens dont ça va monter de quelques points, puis des gens que ça pourrait monter de plus, mais ça, c'est inévitable parce que les maisons n'augmentent pas tous au même pourcentage. On peut passer à la prochaine. Donc ça, vous voyez, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on prend, évidemment, la valeur médiane change chaque année, étant donné qu'il y a des nouvelles constructions. Donc, on prend la valeur médiane de 2025, puis on vient l'appliquer. Quelle aurait été la valeur médiane d'une telle maison en 2023, en 2024? Donc, on passe cette même maison qui, en 2025, vaut 454 500, valait 296 000 l'an passé, puis vous voyez l'impact que ça a sur les différents taux. Et puis, ça se traduit, là, donc on passerait cette même maison en 2024 qui payait 2629 et 64, mais cette année, elle paiera 2734
Et 41, on parle d'une augmentation de 104 et 77 là, pour la maison médiane. Ce soir, je ne vais pas passer en détail là, tous les slides parce que ça pourrait être très long, mais vous savez, on produit ce document-là parce que ça demeure un document de référence, là. Mais chaque année, on aime rappeler les projets qui ont été financés au Fonds vert. Donc, c'est 10 projets qui ont été financés en 2024. Un projet un projet municipal, entre autres, là, pour tout le contrôle des installations septiques. Puis on mentionnait là, que c'est de 800 000 qui ont été distribués en initiative environnementale, de 816 267. Donc 51 projets depuis la création du Fonds vert. Puis si on passe en revue, là, vous voyez un résumé des différents projets qui ont été subventionnés en 2024, là, conversion au chauffage électrique pour le centre communautaire East Field, programme visant la protection des espèces en péril relié aux bandes riveraines. Donc, vous voyez l'ensemble des projets qui ont été financés. Maintenant, pour un sommaire du budget. Donc, vous voyez, en fait, nos revenus et nos dépenses là, sont équilibrés, là. Nos revenus en 2025 sont de 23 424 512 $, une augmentation de 1,27 par rapport à l'an dernier. Donc, oui, il y a eu il y a un effort considérable qui a été fait, là. Comme je le disais, on ne remplace pas tous les postes vacants. On a dû compresser, dans certains cas, les différents budgets qui étaient compressibles de différents départements. Euh, donc, vous voyez la taxe et compensation, les enlieux de taxes, les revenus de source locale, les subventions pour activités de fonctionnement, là, le tout, un total de 23 424 000 $. La composition des revenus, puis ça, on va toujours le répéter au niveau municipal, nous, on dépend malheureusement, on dépend trop euh, de la richesse foncière. Il y a des demandes annuelles qui sont faites à la province pour essayer de nous aider à ce niveau-là, mais ça demeure une réalité, là. La grande majorité de nos revenus, évidemment, sont de sources locales. Là, ensuite, vous voyez ligne par ligne les grandes catégories. C'est des catégories qui sont utilisées par le ministère des Affaires municipales, là. Donc, on répète les mêmes catégories chaque année. Vous voyez l'évolution, entre autres, là, des frais d'administration, services de police. Comme je l'expliquais tout à l'heure, le service de police, dans les faits, il n'y a pas eu une diminution. Il y a une partie de ces sommes-là qui ont été, je dirais que c'est un travail de réorganisation budgétaire à la MRC, là. Mais il y a une partie des frais d'administration policiers qui ont été envoyés dans un département qui s'occupe entre autres des bâtiments, des véhicules, donc des immobilisations. Donc, ça vient gonfler le poste administration. Ça vient réduire le poste service de police, là. Autrement, vous voyez l'évolution des coûts là, pour l'ensemble des différentes catégories de dépenses. Les sources de dépenses, vous le voyez par département, là. Donc, à la pêche, travaux publics, évidemment, c'est une partie importante du budget, c'est 25 de notre budget. L'administration, 17,2, les fonds réservés, les affectations, 8,1, l'urbanisme, bref, l'ensemble des coûts qui sont répertoriés là, sur le disque là, pour votre compréhension. Donc, au niveau des incompressibles, donc des éléments sur lesquels on a évidemment moins ou peu de contrôle, là, ou pas de contrôle du tout. Transcolline, variation, vous voyez les montants qui sont affichés, c'est les variations en dollars, là, en dollars et en pourcentage entre 2024-2025. Donc, une augmentation de 3 pour Transcolline. Les salaires, une augmentation de 2,83 %. On est chanceux cette année, il y a toujours des facteurs, il y a un facteur comparatif, là. Les municipalités ne sont pas à la même place au niveau de leur rôle, du dépôt de leur rôle triennal d'évaluation. On n'a pas toujours la même croissance. Donc, il y a des années où notre part du budget de la MRC est un peu plus grande que d'autres. En fait, la variation de notre part est plus grande que d'autres. Cette année, c'est une variation qui est tout à fait gérable, qui est facile à, c'est facile à éponger, là, une augmentation de 0,55 %. Puis au niveau du déneigement, on n'est pas dans une année de renouvellement de contrat, donc c'est juste les indexations qui sont prévues au contrat, donc 2,67 %. Mais quand même un montant de 61 000 $. La dette à long terme, évidemment, ben, on l'a mentionné, on fait du rattrapage en infrastructure tant routier qu'en bâtiment. Donc, une augmentation de 9,96 %. Donc,
230 000 de plus à peu près qui vont aller vers le service de la dette. Les résultats du regroupement en matière résiduelle, donc une diminution de 5,41 %, un montant de 124 766 de moins. Puis une augmentation importante au niveau des assurances, au niveau des coûts des assurances. Bon, malheureusement, ce sont des chiffres, c'est les chiffres les plus récents du ministère des Affaires municipales. On aime toujours présenter à la population les tableaux comparatifs du ministère des Affaires municipales. Ce que vous voyez à l'écran, bon, le nombre de municipalités par catégorie. Ensuite, les chiffres, c'est encore des chiffres de 2022. Donc, les différents tableaux. Les tableaux montrent dans les différentes colonnes la charge fiscale moyenne des logements par catégorie, donc la pêche. Ensuite, dans les municipalités qui sont de même catégorie de population que nous, de mémoire, c'est de 5 000 à 10 000 habitants. On se compare bien là, dans la grande majorité des cas. Donc, dans la MRC, vous voyez juste la charge fiscale moyenne de donc 2 194 par logement à la pêche versus 2 819 pour notre MRC versus 2 442 pour l'Outaouais puis 2 242 pour le Québec. L'endettement total à long terme, encore une fois, on voit que la pêche, malgré le rattrapage qu'on fait, on est encore nettement en dessous là, des moyennes régionales et provinciales. Bref, là, un tableau qui est intéressant là, d'un point. Quand on cherche toujours à savoir comment ça va à la pêche, est-ce qu'on paye beaucoup de taxes, est-ce qu'on est très endetté? Bien, vous avez en gros le résumé de la situation. C'est pour ça qu'on dit que ça va très bien. On a une situation stable. On se compare très bien là, au reste de la province. Donc, déjà pour 2025, là, ça, on va le voir au PTI. Quand on dit qu'on veut favoriser les projets qui sont essentiels ou ceux pour lesquels on obtient du financement externe, en fait, les gouvernements supérieurs prévoient des programmes de financement pour les municipalités. Typiquement, le fédéral a des ententes avec la province. La province a des programmes soit qu'elle gère qui sont octroyés au MRC puis redistribués ou qui sont octroyés directement aux municipalités. Donc, c'est de l'argent que la province investit que nous, on est capable d'aller chercher. Souvent, il y a une contribution du milieu qui est nécessaire, là, qui peut varier là, de 25 à 50 %. Mais bref, à ce point-ci, on est capable de vous dire qu'il y a 1 591 000 qui sont confirmés en subvention. Là. Euh, ça, c'est on envoie un merci tout spécial à l'équipe de Mme Schnob qui travaille euh, au niveau de l'atteinte des subventions là, dans l'application dans les différents programmes. Puis là, on en nomme quelques-unes, mais bref, ça, c'est des projets qui ont été réalisés ou qui ont des montants qu'on a obtenus en 2024. Là. Bon, redressement et sécurisation du chemin de la Beurrie, borne de recharge électrique au complexe sportif, au nouvel hôtel de ville, projet de revitalisation du parc de la Paix, bref, plusieurs euh, subventions qui ont été obtenues. Là. Au niveau du PTI maintenant, le PTI, évidemment, chaque année, les municipalités se doivent d'adopter un plan triennal d'immobilisation. Donc, on vient envoyer un signal à la population. Là, voici ce qu'on planifie actuellement pour les 3 prochaines années. Évidemment, c'est toujours matière à changement. Des fois, il y a des opportunités, des fois, il y a des imprévus qui font en sorte que les projets sont reconsidérés, sont reportés, sont devancés. Mais on se doit de le faire. Donc, si on regarde, toujours important, là, il y a 5 éléments clés à retenir par rapport au PTI. C'est une orientation budgétaire. Donc, même si le conseil adopte, par exemple, globalement un PTI, un conseiller ou plusieurs conseillers pourraient voter contre des éléments spécifiques qui apparaissent au PTI quand vient le temps d'engager les dépenses. Donc, c'est un plan. Les montants sont indiqués, ce sont des estimations établies selon l'information qu'on a lors de la préparation. Des estimations qui peuvent varier lors de leur approbation. Les montants indiqués comme subvention sont établis évidemment le plus précisément possible, mais des fois de façon estimative. Là. Puis, certaines subventions doivent être confirmées ultérieurement par les gouvernements qui sont responsables des subventions. Ce qui était vraiment important de noter cette année, c'est que sur un montant global, là, puis je vais dire ça en entrée de jeu, là,
Le montant global du PTI pour 2025, c'est 47% seulement qui est financé à l'ensemble. Autrement, c'est soit des taxes d'amélioration locales ou bien des subventions là, externes qui proviennent du gouvernement provincial, entre autres. En administration, un projet important, là, puis c'est quelque chose sur lequel il y avait peu de développement pendant plusieurs années, mais on a enfin identifié un terrain qu'on pense être le bon. Il y a eu un avis de réserve qui a été fait sur le terrain en question, le terrain qui est situé sur le coin nord-est à l'intersection Kennedy et Principal. Donc, le grand terrain, là, c'est un terrain qui est dans le périmètre urbain de Sainte-Cécile-de-Macham. C'est un terrain qu'on envisage pour éventuellement la relocalisation de l'atelier municipal. Puis c'est un terrain aussi on pourra financer par la création d'un parc d'affaires, donc par un lotissement commercial, industriel léger. Donc, c'est la vision. Évidemment, il y aura des consultations, il y aura toute une planification qui sera faite à ce niveau-là, mais en gros, le terrain répond à plus que les besoins municipaux. Donc, on le sait, là, depuis plusieurs années, il y a des entreprises de la région, mais de la pêche même, qui cherchent à se relocaliser, qui cherchent à acquérir un terrain commercial. Donc, on pourra envisager un parc d'affaires là, à même le périmètre urbain. Il faut aussi comprendre qu'en matière de zonage, les normes sont maintenant très strictes là, pour la création de parcs d'affaires. Donc, un périmètre urbain nous permet de faire d'autoriser beaucoup plus, on autorise beaucoup plus d'usages à l'échelle provinciale dans les périmètres urbains que on le faisait, on en autorisait beaucoup plus à l'extérieur auparavant. Donc, c'est vraiment un terrain qui est très stratégique pour la municipalité. Euh, Quelques améliorations au niveau du complexe sportif qui sont prévues, dont une remise à niveau des égouts de Wakefield. Ça, c'est vraiment une taxe sectorielle, donc c'est payé par les utilisateurs. Et puis, on a encore un projet, là, on travaille avec la province, là, avec la commission scolaire puis le ministère de la Santé pour l'implantation d'un égout là, dans le secteur institutionnel de la municipalité, là, donc près de l'Aréna, du CLSC, CHSLD, etc. Donc, ça avance tranquillement. Au niveau incendie, des améliorations de l'offre de service. Donc, en 2025, autrement, éventuellement, on refera là, la caserne. On n'est pas prêt encore. Il y aura une séquence à respecter, là, mais sachez que c'est des bâtiments qui sont hautement subventionnables. Donc, à prévoir là, dans les années à venir. Au niveau des travaux publics, l'achat d'un tracteur qui va nous permettre de faire du fauchage, du débroussaillage, donc de limiter l'octroi de contrôle externe, entre autres. On termine le projet de conversion des luminaires de rue, amélioration de drainage sur plusieurs chemins, des travaux routiers. Puis des travaux routiers, là, tu sais, je le répétais tout à l'heure, mais dans mettons, toutes les sommes qui sont prévues au niveau des travaux publics, donc 2 412 000 de subventions, 2 922 000 d'emprunts à l'ensemble. Donc, même si on ralentit la cadence d'investissement, mais on a quand même du rattrapage à faire, là, donc on poursuit les investissements en travaux, en voirie, entre autres. Loisirs et immobilisation parc et espaces verts, beaucoup d'éléments qui apparaissent dans les prochaines années, mais entre autres, là, en 2025, c'est tous des projets qui sont subventionnables à 100%. Donc, aucun emprunt à l'ensemble en 2025. Puis des projets qui sont hautement subventionnables aussi en 2026 et 2027, mais dont on n'a pas les montants précisément, mais c'est des éléments qui sont préparés, là, qui sont planifiés. Donc, le sentier là, qui rejoindra éventuellement Chelsea, le secteur de Wakefield, voire la municipalité de l'eau, des améliorations dans les parcs, des bâtiments, etc. Donc, voici là, pour globalement là, le PTI 2025 à 27. On fait toujours un bilan d'utilisation de nos règlements d'emprunt. Vous savez qu'on utilise des règlements d'emprunt parapluie depuis 2019, si je ne me trompe pas. Donc, vous voyez là, l'historique des règlements depuis 2019. Il y en a certains qui ont été fermés aussi, certains où il y a encore des montants résiduels, donc une capacité d'emprunt. Il faut comprendre aussi que même quand on reçoit
une subvention provinciale. Par exemple, c'était le cas là, pour le chemin Riverside cette année. Ce sera le cas pour le chemin Burry aussi. Même quand on reçoit une subvention gouvernementale, on doit emprunter un montant équivalent. Ça donne l'impression qu'on emprunte des sommes énormes, mais sachez qu'à même les montants qui apparaissent là, il y a une partie qui est subventionnable. Donc, on peut passer à la prochaine page. Donc, vous voyez, en fait, vous avez vu sur la slide précédente, là, au global, quelle est notre capacité d'emprunt par rapport à l'ensemble des règlements qui sont en cours. Puis finalement, la prochaine diapo, là, on voit des règlements qui ont été fermés depuis leur adoption, là, qui sont complets, dont les sommes ont été envoyées sur le marché des obligations, là, qui sont financées maintenant. Et puis, ça conclut la présentation du budget. On va tout de suite passer à la période des questions avant l'adoption formelle du budget et du PPI. Donc, si vous avez des questions sur le budget ou sur le plan triennal d'immobilisation, là, c'est le temps de le faire. Pas de questions à la maison? Non? OK. Est-ce que vous avez des questions ici? Monsieur Greenway? Yeah, can you just explain, what is the tax increase? Is that more than 1.2%? Oh non, ça c'est la question, c'est par rapport à l'augmentation de la taxation. So 1.27, that's the increase of our global budget. So when you compare what the median home is in 2025, the same home in 2024, like the difference in the increase in taxation for that home appeared on one of the first pages. It's like $101, so that's 3.8%. Ouais. Évidemment, and of course, I can give you information afterwards. We can look at the documents together. Yeah. Donc, la question de M. Greenway du lowdown, c'était quelle est l'augmentation pour la maison médiane. Puis là, comme on l'a présenté tout à l'heure, c'est pour la maison médiane en 2025, la même maison en 2024, l'augmentation du compte de taxe, ça représente environ $101, 3,8% d'augmentation. Question de M. Thierry Boyer à la maison. Je vous écoute. Oui, bonjour. D'abord, j'apprécie l'effort budgétaire qui a été fait. Je tiens à noter quelques éléments et ça va venir à ma question. Vous avez réduit la contribution au fonds vert. Je pense que c'est bien parce que c'est un programme qui n'avait jamais été l'objet fait d'une évaluation d'impact. Le comité sur les changements climatiques l'a d'ailleurs noté. Ce qui m'apparaît important aussi, c'est de dire, dans les dépenses qui sont faites, et quand on fait des comparaisons, faites toujours, et vous l'avez dit à juste titre, que vous avez toujours les chiffres de 2022. Compte tenu que les formules mathématiques pour tous ces éléments sont connues, il est très facile pour la municipalité de faire l'actualisation de ces montants pour les derniers états financiers. Je sais que vous avez déjà passé un commentaire en disant que j'étais un des rares citoyens à me préoccuper de lire les états financiers au complet, mais c'est justement parce que ça permet de pouvoir faire ça et je trouve que ce serait pertinent de ne pas toujours traîner 2 années après pour comparer des chiffres de 2022 avec une projection pour 2025. C'est juste une question de rigueur là. Et ma question là-dedans est dans le budget qui est proposé. Vous savez très bien que même si vous faites une augmentation qui est relativement minime, est-ce que ça va permettre de réduire les impacts sur la valeur du logement locatif et de l'accès au logement pour plusieurs familles? Un des moyens qui peut être fait par ça, c'est de mettre à disposition des terrains municipaux dans des zones construisibles pour être capable de permettre à des organisations sans but lucratif, à des coopératives ou à des OMH d'avoir des logements qui sont ce qu'on appelle hors marché, donc qui sont moins sujets à la spéculation, que ce soit via un don ou un bail emphytéotique, comme ça se fait dans d'autres municipalités. Donc, quelle est la part de ce qui est prévu dans le budget ou éventuellement prévisible dans un budget ultérieur pour permettre que la municipalité cède ou loue à long terme des terrains qui permettront la construction de logements hors marché dans la municipalité de La Pêche?
Merci, M. Boyer. Ouais, à votre première question, là, les chiffres de 2022, ben, nous, on présente évidemment les chiffres qu'on a. Là, donc, on est à la merci, là, où on dépend du ministère des Affaires municipales. Donc, le ministère des Affaires municipales, lui, publie les chiffres une fois les états financiers des municipalités reçus. Puis on le sait, là, il y a des délais importants partout au Québec là, au niveau des firmes. Il y a un manque au niveau des firmes comptables, donc ça rajoute aux délais normaux. Dans une année, je pense que historiquement, on avait au moins les chiffres de l'année précédente là, quand on adoptait un budget. Mais maintenant, il y a un décalage. Donc, on présente ce qu'on a. On ne peut pas faire plus. On ne peut pas venir, évidemment, faire l'analyse de chiffres qu'on ne possède pas. Là. Donc, ça, c'est on présente les chiffres du ministère. On ne peut pas faire mieux que ça. Par rapport au logement, mais sachez que euh, il y a, déjà, on a octroyé, en fait, on a un accord de principe avec une coopérative d'habitation en location, là, Cohabitat Wakefield. Donc, le conseil s'est engagé à leur donner un terrain dans le périmètre urbain de Wakefield. Donc, ça va les aider beaucoup. Là, puis c'est un groupe qui travaille depuis 7 ans. Là, puis c'est vraiment tu sais, ils ont eu un appui de la municipalité au niveau du fonds vert. Puis maintenant, là, c'est comme c'est un échelon à 2 reprises. Puis là, c'est un échelon important qui vient de traverser là, euh, dans l'acquisition d'un terrain. C'est énorme, en fait. C'est une grande partie des coûts, là, l'acquisition du terrain. Là. Puis, on travaille aussi avec l'Office d'habitation de l'Outaouais. Donc, ils ont loti un terrain qu'ils possèdent sur lequel, vous connaissez la Villa des Collines, là, au bout du chemin Raphaël. Donc, il y a un 12 logis pour personnes aînées. Il y en a un aussi là, sur le chemin Sully à Wakefield. Ben, sur le terrain, sur leur terrain à Saint-Cécile-de-Macham, ils ont dans les plans là, de construire un projet, un multilogement pour famille, un logement à prix modeste. Donc, ça, c'est une autre façon que la municipalité a d'appuyer les initiatives en logement. On a adopté un règlement sur les usages conditionnels pour les bâtiments complémentaires. On va éventuellement, on travaille aussi il y a des intérêts qui sont soulevés là, pour des terrains municipaux où il pourrait y avoir construction de projets intégrés, en fait. Là. Donc, on veut, c'est question d'améliorer l'offre de logement en général. Donc, il y a il y a plein d'initiatives comme ça. Puis, je veux dire, au niveau de l'Office d'habitation, oui, à un moment donné, ça se traduira probablement par un investissement municipal ou bien un congé de taxation, par exemple, mais je suis pas en mesure, on n'est pas en mesure de prévoir ces montants-là. On dépend éventuellement, ça dépend de la réalisation, de la cadence de réalisation du projet là, de cohabitat ou bien de l'Office d'habitation. Mais sachez que le conseil fait tu sais, on contribue là, à l'amélioration de la situation. Je sais pas si, bon, je pense avoir répondu à vos questions. Surtout sur la dernière partie, ma préoccupation, c'est comment ça peut se traduire dans la présentation budgétaire que vous faites, Monsieur le maire, pour être capable de signifier ou de formaliser cet engagement. Je reconnais tout à fait les démarches qui ont été faites. Comment, dans la présentation budgétaire, vous êtes capable de dire autant que vous voulez le faire pour les changements climatiques, que par rapport à la question du logement, ça va se traduire de telle et de telle manière. C'est ça ma préoccupation pour que les gens reçoivent qu'il y a un engagement là-dessus. Parce que quand l'an dernier, vous avez eu une augmentation de taxes qui était assez significative, ça s'est reflété chez des locataires aussi. Et là-dessus, les propriétaires avaient tout à fait le droit de transférer complètement cette augmentation. Donc, quel est l'engagement de la municipalité? C'est ce que je dis. Qu'est-ce que vous êtes? Et mon commentaire va là-dessus. Comment vous pouvez l'inscrire dans votre discours budgétaire? Ben, c'est un bon point, M. Boyer, puis je vais y réfléchir. Puis je pense qu'on a un très bon service de communication, puis oui, s'il y a des initiatives qu'on peut s'assurer tu sais, de bien communiquer. Puis je pense aussi qu'il y a une réflexion là, à avoir par rapport, entre autres, à la subvention au loyer là, avec l'Office d'habitation. Par exemple. Mais c'est des bonnes questions, puis j'en prends bonne note. Là. Merci. Merci. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions à la maison, Patricia. Puis, monsieur, vous avez une question, oui?
vous pouvez prendre le micro puis vous assurer que les gens à la maison vous entendent. Oui, bonsoir. Raymond Desjardins, du secteur du Clos. Merci, ça va? Un, deux. Oui. OK. J'ai vu passer au début de la présentation la taxe de 100 pour les terrains vacants. Est-ce que ça, c'est peu importe la dimension, le zonage et l'utilisation du terrain? Oui, c'est vraiment une taxe, tu sais, un tarif fixe là, sur les terrains vacants. Là. Exact. OK. Donc, un terrain évalué à 15 000 et un terrain avec une valeur marchande supérieure à 100 000 ont la même taxe de 100 Oui, ben, en fait, il faut faire attention parce qu'il y a un tarif fixe qui s'applique sur tous les terrains vacants. Puis Oui. ensuite, mais dans bien des cas, le gros du montant, ça va être relié à la valeur du terrain. Donc, évidemment, il y a des terrains dont, je ne sais pas, ça peut, on peut payer des centaines de dollars là, pour un terrain vacant. Puis dans certains cas, le terrain vacant a très peu de valeur. Oui, c'est ça. Ouais. Terrain vacant en zone agricole ou Ouais. ce qui va rester vacant. Oui, Et on l'utilise pour l'agriculture, donc Ouais. c'est impossible d'y construire. oui, Il est automatiquement vacant oui. Au et niveau, il est taxé, il est pénalisé de 100 parce Ouais. qu'on l'utilise pour l'agriculture. Au niveau agricole, par exemple, tu sais, les entreprises agricoles enregistrées payent le pourcentage de leur taxe foncière qu'ils payent est somme toute largement réduit par les programmes provinciaux. Il faut comprendre. Oui, ça, c'est très comprenable. Ouais. Ben, moi, je veux dire un terrain vacant en territoire agricole où ce qu'un gentleman farmer utilise, Ouais. qui ne construira jamais, mais il l'utilise pour récolter, Ouais. est taxé l'an passé, il était taxé de 50 Ouais. et là, cette année, il est Oui. doublé, on lui donne un 100 Oui, de mais en fait, pénalité. puis ça, c'est une réflexion, comment je dirais, c'est une position du conseil, dans le sens que la pêche, c'est très grand. Donc, pour desservir, je comprends que l'utilisation qu'on fait d'un terrain vacant est très variable d'une personne à l'autre, puis il y a un grand spectre de valeur au niveau des terrains vacants à la pêche. Maintenant, pour desservir le territoire de la pêche, c'est très grand la pêche, c'est 100 km², c'est 275 km de route. Donc, pour niveler les chemins qui mènent au terrain vacant, pour faire le déneigement des chemins qui mènent au terrain vacant au pluriel, là, il y a des coûts. Donc, on considère que c'est un effort fiscal qui est légitime. Il faut comprendre aussi qu'il y a toujours eu, en fait, il y avait depuis toujours, il y avait il y avait des tarifs qui s'appliquaient au terrain vacant. Dans les dernières années, on a revu ces tarifs-là à la hausse pour répondre, je veux dire, de façon, c'est un effort collectif, là, tu sais, le coût de tout augmente. Donc, c'est une façon pour nous de venir. On le sait, là, les revenus municipaux, là, les sources de revenus ne sont pas infinies. Là. Donc, c'est une façon de distribuer cette charge fiscale-là sur l'ensemble des contribuables de la municipalité. Mais le fait que ça soit établi, un tarif fixe à 100 peu importe la dimension de la propriété, Ouais. c'est un peu discriminatoire envers certaines personnes. Un terrain de 50 acres va avoir le même 100 qu'un terrain de 1 acre. Oui, encore là, Tu sais, c'est, à à ce point-là, c'est... je comprends, mais il y a toutes sortes de facteurs, puis peut-être qu'on n'arrivera pas à s'entendre. Là. Moi, ce que je vous présente ce soir, c'est les orientations du Conseil en matière de taxation, puis de budget, etc. Donc, il y a toutes sortes de situations. Il y a des terrains forestiers très, très grands qui ont qui ont une petite valeur marchande. Il y a des terrains d'un acre qui se valent aujourd'hui 200 000 à la pêche. Il y a des terrains non construisibles. Il y a des terrains il y a des résidus de terrain aussi suite à la réforme cadastrale. Il y a plein de situations. Dans certains cas, ce qu'on va recommander aux gens, c'est de venir dans la manière où c'est possible, dans la mesure où c'est possible pour eux, de venir fusionner des terrains ensemble. Par exemple, si vous avez une petite parcelle de terrain à côté d'un terrain qui est construit, vous fusionnez-les ensemble si d'un point de vue foncier, c'est plus logique de le faire. Tu sais. Mais oui, je comprends que ça peut mener à toutes sortes de situations. Là. Ça fait partie des. Bien, merci. Merci. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions à la maison ou s'il n'y a pas d'autres questions, on va y aller avec l'adoption du budget. Donc,
comme tel que présenté, est-ce que j'ai un proposeur pour l'adoption du budget? Oh, allez-y pas tous en même temps. Personne. Caroline, parfait, appuyé de Francis. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Question de M. Gervais? Ouais. Merci, M. le maire. Deux commentaires. Le premier commentaire, c'est que pour ce qui est le budget comme tel rencontre mes attentes au point de vue financier, au point de vue chiffre. On a atteint un équilibre. L'équilibre a été difficile à atteindre, il ne faut pas se le cacher. Où ce que ça, politiquement parlant, le budget ne rencontre pas mes attentes. C'est pour ça que je vais demander le vote. Les coupures, selon moi, auraient pu être faites ailleurs, puis d'autres fonds auraient dû être alloués ailleurs, plus basés sur le service aux citoyens. Puis l'exemple que j'avais donné lors des discussions, c'était qu'on a encore des dizaines, sinon des centaines de requêtes et des plaintes qui ne sont pas répondues. On a mis zéro effort pour les corriger. Vous allez sûrement me dire qu'on en a fait plein d'efforts. Moi, je ne les ai pas vus. C'est ma dernière année au conseil. J'aurais aimé pouvoir adresser ce point-là. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Donc, vu pour moi que ça ne rencontre pas mes attentes politiques, je vais demander le vote sur le budget. Merci, M. Gervais. Donc, le vote est demandé, M. Meunier? Avant, M. le maire. Oui, oui. Oui, c'est ça. Ça n'a pas été facile cette année. Je suis pour, mais entre les deux, mais je suis pour. On peut pas. Non, mais Je comprends. c'est pas été facile. C'est vraiment pas été facile. Mais il faut faire des choix. Puis Ouais. les choix, ben, il y a eu des bonnes discussions. On va dire ça. Merci, M. Meunier. Caroline? Donc, en faveur. M. Beausoleil? M. Lebel? Commentaire. Oui. Je suis un peu dans la même situation que M. Gervais et que M. Meunier. Moi, je vais appuyer ce budget parce qu'on a fait fort et puis tout le monde a dû mettre de l'eau dans son vin. Moi, il y a particulièrement les dépenses, des dépenses de loisirs que je trouve qu'il va falloir évaluer une par une au fur et à mesure qu'on va avoir à en décider parce qu'on a voté sur des sommes globales en fonction de maintenir le taux de taxation, en fait, ce que vous allez payer, le plus bas possible. Ça, je suis d'accord avec ça. Maintenant, il nous reste beaucoup de travail à faire au cours de l'année pour s'assurer que ces sommes-là vont être bien distribuées à toute la population. Donc, je vote pour. Moi aussi, vous pouvez inscrire mon vote comme étant favorable, Madame. Commentaire. Commentaire, oui. Merci. Je suis dans le même sens que M. Gervais et M. Moi, Meunier aussi, mais Labelle, dans le sens que on a fait un travail. Je vais rallier. Je vais voter pour, mais je suis inquiète, moi aussi, par rapport à des coupures qu'on a faites d'un place ou l'autre, que peut-être on manque encore de l'argent sur la table. So, je vais voter pour, comme j'ai dit, mais je suis inquiète, puis on va surveiller de près, j'espère. Monsieur Giroux? Contre. Ben, merci. Donc, le vote est adopté à la majorité. Au niveau du PTI, est-ce qu'il y a un proposeur pour l'adoption du PTI? Proposé par M. Meunier, appuyé de M. Pierre Lebel. Non, comme présenté là, tout à l'heure, est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. M. Gervais, ça va? Oui, ça va. Parfait. Donc, adopté à l'unanimité. Vous pouvez inscrire mon nom aussi là, comme étant favorable à l'adoption du PTI. Et puis, c'est ce qui conclut la première séance extraordinaire. Je vais me permettre de prendre 2 minutes. Ben oui. Ouais, je vais aller remplir ma tasse. Puis, je vais aller... Je peux t'en passer. C'est correct.